Alors bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir Dr Frédéric Renard qui a fait sa médecine dentaire. Tu as gradué, Véronique, en 1998 Mhm, et tu as pratiqué environ 16 années. c'est ça. Et à ce moment-là, tu as eu un grand chavirement dans ta vie, tu as eu un accident qui t'a remis complètement en question. Tu as dû repenser ta carrière. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux partager? Quelle était à ce moment-là ta profonde introspection à travers cette épreuve? J'ai fait une chute en montagne en faisant une activité que je fais absolument jamais. Et je vivais sans doute à ce moment-là des situations personnelles pas toujours confortables. Et au cours de cette chute, je pense avoir trouvé ce que j'appelle mon trésor. Parce que ça m'a demandé effectivement à me questionner, de savoir, je ne pouvais plus, j'étais chirurgien, droitière, et je ne pouvais plus utiliser ma main, mon bras droit. Et ça allait jusqu'au visage. C'est un questionnement qui m'a permis d'aller me poser la question, pourquoi je suis là? Est-ce que je peux continuer de vivre avec une belle vie malgré tout, sans être dentiste ou sans être chirurgien? Et ce sont des questions qui m'ont amenée à venir chercher quelque chose de précieux, profond à l'intérieur de moi. Oui. Ouais. Et tu m'expliquais avant qu'on débute l'entrevue que tu te décris comme d'origine hybride, c'est-à-dire que tu es française et chilienne de par ta maman. Oui. Et quand tu as eu donc cette épreuve, ta maman te disait, ma chérie, tu vas t'en sortir et tu vas retrouver ton essence qui, dans le fond, vient de la tribu Mapuche. C'est ça. En fait, je suis née en France et je suis chilienne aussi par ma mère. Parce que là-bas, c'est la mère qui donne la nationalité. Et j'ai eu on va dire, in utero, une histoire déjà un peu difficile pour elle et pour moi. Elle m'a rappelé cet événement. On a failli partir toutes les deux au 6e mois de sa grossesse. Oh, Donc, on a déjà un petit parcours. Elle m'a dit, tu vas t'en sortir parce que tu es une battante. Et elle m'a rappelé sans doute quelque chose que j'avais fait il y a très longtemps. J'avais 39 ans à ce moment-là. Et effectivement, par elle, j'ai appris peut-être une autre approche de la médecine, plus intuitive. Et elle s'est révélée être aussi une excellente médecin. Mais mon père est médecin aussi. ah oui. Donc, j'avais deux formes de médecine. Et j'aime rappeler que mon côté hybride se retrouve dans ma mixité culturelle et aussi dans mon parcours de carrière qui a été scientifique et dans plusieurs sciences. Je suis allée dans les sciences plus, on va dire, dites dures, mais en fait, c'était toute cette partie scientifique, sciences sociales, psychologie qui m'intéressait. Oui, puis on pourrait faire la connexion avec la sociologie, l'anthropologie, parce Oui. que on sait qu'aujourd'hui, toi et moi, on est engagés dans les soins dits de santé intégrative. Oui. C'est de vraiment voir l'individu dans sa globalité. Donc, en tant que professionnel de la santé, tu as pris donc un virage qui te permettait de te reconnecter avec toute la saveur de tes origines, mais aussi de ta volonté de t'exprimer autrement. Et tu avais justement ton fils qui avait cette anecdote, qui avait alors 13 ans à cette époque. Oui, il m'a posé la question, enfin je lui ai posé la question de savoir si c'était clarifié pour lui. Être dentiste, il arrivait à identifier, mais à ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que tu as compris le nouveau métier de maman? Il avait 13 ans. Et il m'a dit cette jolie phrase, et j'ai beaucoup aimé que ça vienne de sa bouche à lui. En fait, tu donnais le sourire aux gens avant, maman, d'une certaine façon, et aujourd'hui, tu continues à leur donner, enfin leur rendre, mais pas avec tes mains et pas avec tes instruments, mais d'une autre façon. Et on m'appelait beaucoup Madame Sourire. Et j'ai beaucoup étudié le sourire à travers les neurosciences, les neurones miroirs, et je sais que c'est important pour l'entrée en relation. Et là, à travers cet événement, ce que j'appelle mon heureux malheur, en 2013, le 7 août 2013, j'ai pu expérimenter en tant que thérapeute, je faisais avec mes patients, je me suis appropriée et je me suis dit, ça peut peut-être aussi fonctionner avec moi-même. Donc, je suis un peu devenue mon propre médecin et j'ai délégué une partie à la médecine conventionnelle. Je leur ai dit, faites votre travail, je vais faire le mien.
Oui, effectivement. Et puis, à travers cette quête, donc, tu es retourné à l'université, tu as fait une maîtrise, ensuite tu as fait un doctorat et à travers toutes ces études, tu as développé des expertises, donc, en coaching de gestion pour les leaders. Et je crois que tu avais cet appel de dire, je dois aider les leaders. Et pour moi, les professionnels de la santé, nous sommes des leaders parce que nous avons une capacité impactuelle très importante sur la volonté des gens dans leur qualité de vie, dans leurs habitudes de vie, la prévention. J'ai fait un mémoire de recherche sur la santé du dirigeant. Je me suis sentie moi-même dirigeante, pas seulement de mon cabinet, mais de ma vie. Et je crois que j'ai créé le concept la clinique du dirigeant, c'est pour m'adresser à toute personne qui se sent dirigeante de sa vie. Un étudiant, une femme au foyer, nous sommes tous au volant de quelque chose. Et en tant que professionnel de santé, effectivement pour notre propre écologie aussi, parce que nous sommes aussi les dirigeants ou d'équipe ou de nous-mêmes. Et c'est important, mais effectivement, ce côté vraiment accompagnement, on a un effet Pygmalion en tant que professionnel de santé. J'en suis tout à fait consciente. Et effectivement, c'est double responsabilité à travers ce qu'on transmet à notre patient et pour nous-mêmes. On doit incarner l'écologie, la confiance. Donc ça se travaille. Tout le monde n'a pas ces compétences et on n'apprend pas ça en faculté de médecine. Donc j'ai aimé m'adresser à des leaders. Nous sommes tous leaders de quelque chose. Oui, alors, et on partageait tantôt, nous sommes chacun leader de notre vie, hein, de notre souveraineté. Oui. Et nous sommes aussi notre propre médecin. Et dans ce parcours, on pourrait dire, c'est toute cette pulsion vive de dire, moi, je veux faire une différence. Et c'est ce que tu crées maintenant à travers ton cabinet Human... Nice Human. Nice Human, c'est ça. J'ai fait un petit jeu de mots. On est à Nice. Ah oui! Et l'humain me passionne depuis toujours. Donc oui, je suis heureuse de transmettre de cette façon maintenant. Ce que je trouve captivant à travers tes choix maintenant, Frédéric, c'est toute aussi ta conviction. Elle est si profonde et si enracinée. D'où puisses-tu cette énergie vitale? Clairement, j'ai appris beaucoup en regardant. J'ai vécu dans un ancien sanatorium pour tuberculeux. Mon père était pneumologue et c'est un hôpital où il y a beaucoup de forêts, enfin un peu à l'ancienne avec des centres comme ça. Donc c'était un centre fermé et donc je vivais, je déambulais en tant que petite fille avec des malades avec des tuyaux dans le nez, des grands malades, des greffés, etc. Et donc depuis toujours, mon père nous disait: tu as 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, tu as un capital inestimable, fais-en bon usage et sois-en digne. Et j'avais ce rappel bienveillant, mais il voulait nous responsabiliser. Combien c'était difficile, c'était pas toujours très apporté en douceur parce qu'il vivait avec beaucoup de souffrance. Donc il m'a transmis ça. Moi j'ai été passionnée, je me suis dit comment font ces gens pour vivre ? Comment font-ils pour avoir une belle vie alors qu'il leur manquait la mandibule, il leur manquait peut-être le larynx, le pharynx, donc ils ne pouvaient plus parler ou parler avec des voix métalliques. Donc depuis toute petite, ce qui m'intéressait, c'est comment on peut avoir une belle vie malgré les accidents de la vie. Et comment ne pas se sentir malade à ce moment-là, puisqu'ils étaient atteints, mais je ne les sentais pas malades. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, ça m'intéresse. Et je crois que l'autre... la parfaite mixité vient de maman, où elle, intuitivement, parce qu'elle était linguiste, elle s'occupait d'enfants autistes pour apprendre le langage, la langue française, donc elle est enseignante en français, elle avait fait une thèse en français, donc elle était pédagogue, c'était une nourrice en fait des enfants en général, et je l'ai vue apporter une autre facette de la médecine à travers les plantes, à travers aussi une posture autour d'un verre, un verre jaune, qu'elle nous apportait quand on était petite. Alors je me suis dit, de ça, je vais faire quelque chose, mais intuitivement. Donc, tu as eu beaucoup d'influence. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement c'est ce parcours scientifique,
qui vient peut-être plus de la fibre paternelle, mais du côté de la fibre maternelle, c'est tout le contact avec les sens, le ressenti, l'intuitif. Et ce qui t'a amené à embrasser la salutogénèse. Et c'est quelque chose que je trouve fascinant. Tu m'en as parlé un petit peu il y a un petit moment. Et puis, à travers la salutogénèse, qui porte tout le terme du mot, hein, c'est toute la reconnexion avec la gratitude de la vie, mais c'est aussi les piliers. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais que tu développes. Avec plaisir. Intuitivement, je pense que j'étais déjà dans une démarche de la salutogénèse. C'est après l'accident que j'ai creusé un peu plus des concepts de résilience, parce que j'avais envie de me comprendre, ce par quoi je suis passée. Et je crois qu'elle est arrivée parce que j'étais prête, puisque j'étais passée dans le processus. Alors, c'était intéressant d'avoir fait. Et après, je suis allée lire comment certains scientifiques, enfin beaucoup de scientifiques, l'ont expliqué. La salutogénèse est née avec Aaron Antonovsky dans les années 70-80, et intuitivement, il expérimentait comment faisaient les gens. Alors ça vient d'une histoire assez émouvante et c'est doublement touchant pour moi, les survivants des camps de concentration. Et donc, à cette période, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient étudiées sur leur résilience, quelle qu'elle soit, et Antonovsky a vu un pôle santé. Frankl a fait la logothérapie, Maslow, ou Carl Rogers, ou tous ces grands, Martin Seligman. Et en fait, c'est la même vibrance, en fait. Donc, Antonovsky est parti d'une hypothèse. La salutogénèse demande d'avoir une personne ou un organisme, une institution, une organisation, donc une entité, qui vit une difficulté. Donc elle donne comme concept que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que sur le chemin de la vie, nous allons rencontrer des trous, des chutes, des hauts et des bas. Et donc je trouve que c'est assez... ça colle bien à la réalité de la vie. La salutogénèse parle de 3 piliers et elle dit une personne va rester en bonne santé face à une difficulté, un stress, un deuil, une perte d'emploi, enfin voilà, la difficulté on l'a choisie. Donc c'est une interaction entre un individu et un événement. Si elle active 3 piliers, et je trouve que c'est assez à la fois simple et complexe. Le premier pilier, c'est qu'elle a la capacité de comprendre. Comprendre, c'est le côté cognitif, c'est-à-dire que le cerveau pose des questions, pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi moi, et quand est-ce que, et si, et ça, et ce que j'appelle le vagabondage de pensée, qui est épuisant. Et souvent, on perd beaucoup de temps, c'est énergivore et chronophage de se poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Donc la salutogénèse invite à aller explorer ce côté cognitif. Il y a tout un processus avec un ordre de questions. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez innovant en termes de coaching, parce que c'est l'art du coaching, c'est de poser des questions puissantes pour éveiller, pour faire un insight. Le deuxième pilier, c'est que la personne arrive elle a les compétences d'agir. Donc elle a compris, il y a un processus, même dans la méthode que je déploie, il y a même un processus biologique. Donc on est dans le cerveau, on a globalement éteint tous les red flags et les voyants qui se sont allumés. Qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive ? Et là aussi, il y a un autre processus beaucoup plus long, mais c'est l'empowerment ou la souveraineté. J'aime beaucoup ce mot, merci de me l'avoir partagé aujourd'hui. Cette personne a forcément des ressources. Et on va explorer avec elle son talent, ses ressources, ses forces, pour qu'elle ait la capacité de transcender. Et le troisième pilier, c'est qu'elle va trouver du sens. Donc c'est une composante cognitive, donc très cérébrale, très mentale, qui est utile, mais pas trop longtemps. Composante comportementale, c'est pour ça que les sciences cognitives sont intéressantes, parce qu'elles étudient les comportements. Et la composante motivationnelle, inspirationnelle, existentielle ou spirituelle. On choisira le mot qui convient le mieux. Les 3, quand ils s'amorcent, ça crée ce qu'il appelle le sens de la cohérence, le SOC, Sense of Coherence. Et ça crée une sorte de verticalité. J'adore. En fait,
quand tu exprimes ces 3 piliers, pour moi, c'est toute la ressemblance qu'on peut faire avec la neuroscience, parce qu'on sait que maintenant, il y a une émergence. Moi, je dis toujours que la neuroscience, c'est comme le nouveau pilier de la médecine, parce que c'est de reconnaître comment l'individu, de par sa souveraineté, peut être conscient de comment il germe et développe ses pensées et comment ces pensées ont un effet sur sa motivation, sa connexion à son intérieur et aussi l'aspect de, on discutait tantôt de l'importance de trouver le potentiel, qui est tout dans l'action, dans le développement, c'est extraordinaire. Donc toi, à travers la salutogénèse et toutes les études successives que tu as faites, c'est quand même très impressionnant. Tu fais des formations maintenant et tu es conférencière aguerrie. Là. J'ai vu que tu avais un éventail j'ai plaisir à transmettre. C'est fait partie d'un pacte aussi avec moi-même et cette part de moi qui a réussi à revenir suite à l'accident et aussi à ma mère qui m'a dit transmets tout ce que tu es et elle était très fière que je sois dans une phase de transmission. La salutogène, c'est une science en soi. C'est comme les mathématiques. Donc, on ne le sait pas, mais on utilise tous les jours les mathématiques. Donc, parler des mathématiques, ça peut parler de tout et de rien. Et le but, pour moi, ma mission aujourd'hui, c'est d'appliquer la salutogénèse, en tout cas d'accompagner les gens à utiliser la salutogénèse comme un outil. Ce n'est pas le seul outil, il y en a d'autres, mais un outil qui, pour moi, est un couteau suisse. Face à une problématique, je sors mon outil. Donc, c'est assez tranchant, là. Quand on parle de couteau suisse... Il y a plein de petites éventails et de dire je ne suis pas seule, j'ai cet outil-là et il m'a servi effectivement. Et je trouve que en tant que médecin, on peut être nous-mêmes aussi dans l'accompagnement de ce potentiel, de révéler. Pour moi, c'est la clé. Et ça permet aussi pas de se déresponsabiliser, de perdre trop de poids qu'on peut avoir en tant que thérapeute à vouloir absolument accompagner quelqu'un dans sa guérison. Mais c'est un facteur de catalyse. C'est-à-dire que potentiellement, les éléments chimiquement, ils sont là. Et ils sont forcément là, puisqu'il y a de la vivance. Donc, mon hypothèse, elle est simple, c'est qu'il y a des éléments qui sont là, qui sont endormis. Un médecin peut le faire, s'il le souhaite. Mais si le médecin ne le fait pas, ma proposition, c'est que nous pouvons apprendre à le faire. Pour nous, parce que peut-être on peut compléter l'apport de la médecine conventionnelle qui manque de temps et qui est en souffrance, et donc venir nourrir, catalyser, juste mettre l'allumette pour que la flamme, ou alors aussi pour accompagner une personne face à sa maladie. Et là, on va prendre le rôle d'aidant. Et ça fait partie des postes qu'on peut avoir. En fait, c'est de donner les outils qui vont pouvoir catalyser la transformation, la transcendance de l'individu, pour employer le terme que tu as mentionné tantôt. Et dans tout cet aspect, il y a la noblesse de l'être humain. Moi, je dis toujours que je suis catalysatrice du changement et je crois que tu es dans ce parcours, dans cette vibrance, que nous pouvons avoir un impact si profond lorsqu'on prend le temps avec le client ou le patient. Et en tant que professionnel de la santé, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la complémentarité des soins qu'on peut offrir. Et c'est tout dans l'hommage de ton parcours actuel, d'avoir eu cette profonde éveil de dire, moi, Frédéric, je choisis. Oui, je crois que ça m'appelait vraiment. Et j'ai rencontré une part de moi dans cette épreuve. Évidemment, j'ai rencontré une facette de ma mère qui m'a guidée. J'ai aussi pu voir aussi comment je pouvais aussi éclairer humblement le chemin de mon fils qui est jeune entrepreneur. Et je lui ai souvent dit, tu as tout en toi. Et si tu ne cherches pas à l'extérieur quelqu'un qui va te révéler, tu l'as déjà. Donc j'essaye de l'apprendre et j'accompagne aussi mon père dans ce deuil. Donc en fait, je pense que si on prend un petit peu de chacun va chercher son potentiel, hein, il y a une envie de transmettre après. C'est comme si on trouvait quelque chose et on a envie d'inonder. Et c'est là où je me sens encore très médecin.
Je ne cesserai jamais de l'être, même si je suis sortie de la pathogénèse. Je suis maintenant dans la salutogénèse, donc en amont ou alors en complément. Médecin de l'âme. Oui, j'aime cette approche spirituelle de la médecine et de la santé en général. Ça, c'est vrai que je m'intéresse à la santé physique, mais j'ai identifié que la médecine ou la santé spirituelle, c'est celle que l'on peut catalyser, mais avec d'autres choses que les médicaments. Mm-hmm. Et en revanche, ça peut optimiser un traitement, une guérison, ou alors une acceptation de diagnostic. Oui. Ben, en fait, on sait que quand l'individu a trouvé son éveil et les outils pour justement avoir un meilleur enlignement avec la rumination de ses pensées qui devient optimale, positive, et aussi, bon, tout l'aspect de sa souveraineté. Mm-hmm. C'est sûr que tout son système nerveux autonome, il est plus en harmonie. Hein. Il y a l'homéostasie qui s'installe, la qualité des hormones, le stress, parce que ça, c'est ta spécialité, de diminuer le stress des leaders et des professionnels de la santé. Tu me l'as mentionné tantôt. Oui, c'est-à-dire qu'avec la salutogénèse, qui est la science, moi, je propose un processus, donc qui est la démarche salutogénique, et je mixe effectivement, elle vient de l'étude du stress. Anseli en parlait déjà, et Antonovsky a creusé ça. Il s'est rendu compte que là c'était des souris, mais évidemment les humains soumis à un stress chronique, donc répété, avaient une sorte de résistance jusqu'à un point de rupture. Et on ne connaît pas tous notre rupture. Alors moi, je prends toujours cette symbolique et cette métaphore, notamment avec des enfants, ou même mon fils quand il était plus petit. Je disais, le stress, c'est comme le soleil. On ne peut pas vivre sans, sinon on va vivre dans le noir. En revanche, on peut choisir des horaires d'exposition. Le soleil peut être plus dangereux à midi, à 2 heures, etc. Donc on peut choisir l'exposition du soleil, on peut aussi choisir le temps d'exposition au soleil, et on a tous un phénotype de peau. Certains vont prendre un coup de soleil très vite, d'autres vont pouvoir rester plus longtemps. Donc c'est très individuel. Et la santé, pour moi, la médecine est un peu standardisée, quoiqu'elle se personnalise de plus en plus, mais je trouve que la santé, c'est plus personnel. Et donc le stress, la salutogénèse vient de l'étude du stress, c'est vrai. Et en fait, le stress, c'est une réponse chimique, on le sait, et on ne peut pas vivre sans cette réponse chimique. En revanche, on peut fabriquer un parasol salutogénique, c'est-à-dire qu'on continue à vivre dans cet espace de stress et ensoleillé, mais on ne va pas vivre sans soleil. On va juste se protéger, mettre une crème, un crème solaire, parce que quand on va prendre un coup de soleil, là, il peut y avoir des dégâts. Donc c'est peut-être cette symbolique par rapport au stress. En fait, j'adore cette métaphore, et puis on sait, toi et moi, que dans cette conscientisation, et quand on connaît les ondes alpha, les ondes du cerveau, par exemple, le bêta, qui est justement celle où on va avoir le niveau de stress le plus élevé, on peut moduler et avoir le bêta qui est gentil. Moi, je dis toujours le bêta gentil, mais le bêta méchant. Parce que le bêta méchant qui est plus élevé dans ses fréquences brûle. Exactement. C'est ça. Alors, c'est pour ça. Puis essayer des fois d'aller dans l'alpha, qui va nous donner peut-être des moments de créativité, parce qu'on sait aussi que quelqu'un qui a trouvé justement ces outils à travers ton enseignement, ton coaching, il va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus connecté avec la vision de la vie qu'il veut développer et qu'il veut vivre. J'ai identifié, et c'est comme ça que je le présente, et maintenant je fais des ateliers de méditation et de cohérence cardiaque, et ce que j'appelle un peu la salutoconscience. C'est-à-dire que je me suis dit, si on pouvait économiser notre cerveau à bon escient, c'est-à-dire qu'on va le diriger en lui disant, d'accord, tu as besoin de travailler et tu travailles très très vite et très bien, même si je ne te le demande pas. Donc je vais te poser des questions simples et on va faire en sorte d'y répondre. Et après, tu vas passer sur le côté, on va te mettre dans une salle d'attente. Cette image de la salle d'attente permet justement l'éveil de la créativité, parce que là, il y a une autre part de nous qui a envie de se montrer, de s'exprimer, la capacité d'agir, la souveraineté, en disant « mais cerveau, tais-toi, tu m'as assez fatigué avec tous tes questionnements qui sont peut-être absolument inutiles », et dire « maintenant j'ai envie de faire quelque chose ».
Voilà. Et la phase créative, je trouve que là, on change d'onde. Oui. Et donc, on est en sieste sans être en sieste. Et donc, c'est une sorte de rest, une sorte d'apaisement, de soulagement. En tout cas, on est là sans être là, le flow, etc. Mais il faut passer par un état, on fait off sur notre cerveau, gentiment. Et sinon, le burn-out va le faire. Pour le mot de la fin, quel serait ton vœu le plus cher, disons? Que chaque génération, du plus petit à la personne âgée, puisse explorer sur le parcours de vie des outils salutogéniques, le potentiel salutogénique, qui viennent se rencontrer, c'est ça, notre petit soi, notre petite source, c'est un potentiel salutogénique qui ne demande qu'à se révéler dans un but de sa santé, sa longévité personnelle, individuelle, collective aussi, dans un groupe, dans une société, dans une famille, et environnementale, parce que la maladie coûte cher et elle pollue énormément. Et si on changeait quelques petits facteurs, on pourrait changer sur de grands plans. Donc j'aime ce côté intégratif où l'humain a un rôle majeur. Et la salutogénèse, c'est l'origine de la santé, c'est l'origine de la résilience, c'est l'origine de la vitalité, c'est l'origine de la vie. En fait, c'est de retrouver l'origine de l'être humain. Alors moi, je dis toujours équité, humanité, connaissance de soi. Donc, on partage la même mission, Frédérique. Oui. Merci. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, Brigitte. Oui. Merci à toi. Merci.